Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, retour en image sur la victoire du Barça contre l'Atlético Madrid. Analyse, c'est parti. Calme-toi. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Bon, aujourd'hui, on va analyser quelques séquences du match d'hier après-midi. Je vais aussi répondre à quelques questions que vous m'avez posées sur Instagram. Je vais pas pouvoir en sélectionner énormément parce qu'on va faire tout ça en une seule vidéo. Et vous le savez, les vidéos trop longues, généralement, ça déplaît. Voilà, il y en a qui sont pas contents quand je fais des vidéos beaucoup trop longues. Donc sans plus tarder, on va commencer directement avec l'analyse. Et on commence direct avec du lourd. Sur un jeu direct comme souvent de la part de l'Atlético Madrid, le milieu va essayer de chercher rapidement son attaquant en profondeur pour prendre de vitesse cette défense, surtout la flèche, cette flèche de Marcos Alonso. Marcos donc prend le ballon de la tête, il intercepte quand même, hein, mine de rien. Mais c'est là que Busquets rentre en scène, j'ai envie de dire. Voilà, la lumière arrive sur Busquets. À la limite, qu'ils viennent en protection de balle pour empêcher Lemar de prendre la balle, tu vois, je veux bien, ça je l'accepte. Mais le problème c'est qu'il y a un moment de flottement entre nos deux papis. Qui va mettre sa couche, voilà, on ne sait pas. Logiquement, Marcos aurait dû soit la passer à Frenkie à ce moment-là, ou alors Koundé, et on n'en parlait plus, voilà. Mais on adore les problèmes, Busquets se charge donc de la dinguerie, hein, et on est passé pas loin d'un but de Griezmann au bout de 45 secondes, mine de rien. But qui aurait probablement changé le visage du match, évidemment. Hier, dans les commentaires sous le débrief à chaud, on m'a dit que l'Atlético n'avait pas vraiment posé le bus. Parce que moi, j'avais dit, voilà, ils sont venus avec leur bus, tout ça, et on m'avait dit, non, t'abuses un petit peu. T'abuses. Presque. Non, la vanne est pourrie, je sais. Oui, j'avoue que souvent dans le match, les joueurs sont sortis du bus pour prendre un petit peu l'air. Post-café, post-club, tu connais, une petite toilette comme ça. Je veux bien. Mais cette magnifique séquence se passe à la 9e minute à peine, et on voit tous les joueurs dans leur bus, tout simplement. Ça nous rappelle évidemment l'équipe de France qui n'avait pas voulu descendre, eux, du bus en Afrique du Sud, hein, souvenir mémorable de l'histoire du football français, évidemment. Mais comme je l'ai dit, l'Atlético sortait de temps en temps de son bus, évidemment, et quand il le faisait, ça nous faisait plutôt mal, parce que nous, on n'était pas prêts à la vitesse. La mobilité de Rodrigo de Paul et Griezmann ont facilité les choses au milieu, et le Barça avait du mal à suivre, hein, concrètement. Au départ de l'action, Baldé, qu'on a quasiment pas vu du match, hein, au passage, hier, j'en ai pas trop parlé de Baldé, mais pour moi, il a été aussi très très discret, le petit Baldé. On l'a quasiment pas vu, mis à part quand il faisait ses passes en retrait, évidemment. Mais à mon avis, Baldé était trop loin de Molina, je crois que c'est Molina. Il a le temps de recevoir et de contrôler tranquillement le ballon, l'Argentin, et ensuite, on voit l'appel dans la profondeur de Rodrigo, qui amène Frenkie avec lui, et son changement d'appel comme ça, changement de truc, tu vois, ça lui laisse un peu de marge. Donc ensuite, la mobilité de Griezmann fait aussi la différence, et son entente avec Rodrigo de Paul fait aussi bien sûr la différence. À eux deux, ils sortent du pressing assez facilement. Donc à ce moment-là, on voit bien que Lewandowski est aussi un petit peu à la ramasse, hein. Il est bien sympa Robert, mais je vais pas lui tomber dessus gratos. Mais je pense qu'à ce moment-là, s'il fait l'effort pour revenir un petit peu dans la zone où le jeu se passe, j'ai envie de dire, il peut intercepter le ballon et pas laisser Busquets complètement seul non plus. Donc l'Atlético continue tranquillement et a le champ ouvert, on va dire. On se retrouve avec Griezmann encore à l'entrée de la surface. Correa joue bien le coup et se libère du marquage. Marcos Alonso se réveille doucement de sa sieste, hein, tranquillement, et monte sur lui un peu à contre-temps. C'est un peu trop tard. L'action finit par être dégagée quand même par Araujo qui, comme souvent, joue les pompiers de service. Autre séquence, cette fois-ci, une action un peu construite et ça change, c'est sympa. Hier, la surprise du chef, c'était la titularisation de notre bon vieux Ferran Torres, bientôt Ballon d'Or, on le sait. Bien sûr, on l'avait déjà vu dans ce rôle-là en début de saison contre la Sociedad, par exemple, où il était passé un peu à côté de son match. Récemment, il avait aussi joué à ce poste-là, mais voilà, dans ce rôle aussi, il me semble bien, mais sans succès, on va dire, bien qu'hier, c'était pas fou non plus, hein, on va pas se mentir. Mais il y avait quand même quelques bons mouvements, j'ai trouvé hier. Évidemment, ça ne se finissait pas, sur un but, ça débouchait pas sur un but, enfin, en tout cas, pas tout le temps. Mais j'imagine qu'avec légèrement plus de confiance, ça peut mieux finir quand même les actions, je pense. Donc on voit le système assez clair en phase de possession, hein, 3 défenseurs, double pivot, 2 milieux offensif, Ferran Torres, Gavi, les ailes avec Baldé et Rafinha, et Lewandowski un peu au milieu de tout ça. Donc Ferran Torres jouait assez proche de Lewandowski, Gavi qui avait un rôle pour combiner un peu plus sur la droite avec Rafinha, et Ferran, voilà, il devait tourner autour de Lewandowski qui faisait les appels dans les pieds, Ferran qui prenait la profondeur, tout ça. Ça peut être intéressant par moment, c'est ce qu'on va voir ici. Donc la difficulté pour nous hier, c'était de jouer dans cette zone-là qui était très dense en termes de joueurs de l'Atlético. On était obligé de faire un peu le tour,
mais la mobilité de Ferran, ça aide un petit peu. Alonso a le ballon, il va trouver Lewandowski, donc il demande la balle dans les pieds. Ferran déclenche son appel dans le dos de la défense et Lewandowski dévie juste ce qu'il faut. Au second poteau, Pavard n'est pas là, mais c'est bien Rafinha qui demande le ballon. Ferran lève la tête, mais prend trop de temps pour centrer, je pense. Il fait des petits pas là de trop, j'ai envie de dire, et l'angle se referme un petit peu. Dommage. Si ça joue un petit peu plus vite, ça peut peut-être aller au fond, normalement. Action intéressante, mais comme souvent devant, quand on s'approche de la surface, tout ça, nos attaquants ils commencent à bégayer un peu et on a du mal à finir quand même. Hier on a vu un Barça qui a eu du mal à construire des actions, surtout le côté droit et surtout en première mi-temps. Bien que Rafinha sort un grand match pour moi, son association avec Gavi elle est pas folle. Elle est pas folle. Ici on voit Rafinha qui a pris la place de Gavi, mais en jouant un peu plus haut, on va dire, milieu offensif quoi on va dire. Gavi qui colle la ligne, Frenkie apporte une solution dans la profondeur, mais Gavi choisit la passe en retrait comme souvent j'ai envie de dire. Koundé est attaqué par deux joueurs. Busquets est libre, il a de la place. Koundé lance Suarez en profondeur, ou peut-être Cruyff, je sais pas. Perso, j'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a vu quelque chose que nous, on n'avait pas vu. Parce que pour moi, là-bas, il y avait personne. Maintenant, le but. L'action du but, sur le but, l'action part de rien, en fait. La plupart des joueurs de l'Atlético sont hauts sur le terrain, et nous, on a Rafinha, Ferran et Lewandowski, qui fait ses lacets. Araujo envoie Rafinha en profondeur, qui faisait pas spécialement l'appel non plus, tu vois, mais bon, la hargne du Brésilien fait la différence, et il est premier sur le ballon. On joue un 2 contre 3. Avec Ferran qui vient aux abords de la surface. Rafinha le serre et heureusement derrière Lewandowski apporte aussi son soutien, il faut souligner ça, sinon ça aurait été plus compliqué pour Ferran Torres s'il avait dû jouer 1 contre 2. Le défenseur de l'Atlético va pour sortir un peu sur Ferran, mais il se décale sur le côté pour couvrir une potentielle passe pour Lewandowski, donc Ferran a tout le temps de placer sa frappe on va dire, et au Black il est battu, ça fait 1-0. Maintenant on va voir un petit peu l'influence de Pedri dans les matchs. J'ai sélectionné 2 actions qui se ressemblent un petit peu, des actions qui partent de Koundé, qui se jouent un peu côté droit. La première avant l'entrée de Pedri évidemment, on voit Koundé qui est pressé et Gavi qui ne vient pas franchement vraiment apporter son soutien. Du coup Rafinha et Gavi aussi déclenchent le même appel. Finalement la passe est trop longue aussi, ça ne mène à rien tout simplement, mais c'est pour montrer le manque un peu d'automatisme et de solution sur ce côté droit avant l'entrée de Pedrito. On avait du mal à passer par là, ça jouait pas bien ensemble, c'était des actions un peu forcées quoi. Maintenant deuxième séquence, Koundé a le ballon mais le bloc est un peu plus haut, c'est ça la différence. La différence c'est qu'il n'est pas pressé aussi pour le coup. Pedri apporte une solution et vient beaucoup plus demander le ballon dans les pieds que Gavi pour le coup. On le voit qu'il distribue et fait l'appel dans la profondeur pour attirer les adversaires, mais revient rapidement au cœur du jeu pour participer, tu vois, il va pas se lancer dans des grands appels jusqu'au bout, allez, non, il va, s'il voit ça marche pas, s'il voit qu'il reçoit pas la balle, il revient au cœur du jeu, apporter un soutien, tout ça. On avance un peu et Koundé se retrouve collé à la ligne alors que Pedri vient chercher le ballon, il vient lui demander le ballon. Rafinha est un peu plus haut dans l'axe, il est rentré un petit peu dans l'axe, Pedri fait la différence dos au but, aussi, et passe dans un trou de souris. Les combinaisons avec Rafinha sont un peu plus fluides, même si Pedri finit par rater sa passe. On voit que c'est un peu mieux quand même. On voit que déjà Pedri, dos au but, il s'en sort quand même mieux que Gavi, évidemment. Sa technique fait la différence aussi, même s'il est placé, il est collé à la ligne et placé sur l'aile, il fait la différence, et après ça combine plutôt bien avec Rafinha, il y a des bonnes actions qui se passent. On finit par la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, Garcia qui dégage le ballon et Lewandowski qui se retrouve seul face au gardien, voilà, qui sort comme un apport, il s'est dit vas-y, dernière chance, on va sortir. Rafinha est complètement seul à sa droite, mais il choisit de la jouer perso. Manque d'affinité, manque de justesse, de confiance en soi ou en ses coéquipiers, égoïsme, je sais pas, il y a pas mal de mots qui peuvent décrire cette action. Je trouve ça quand même dommage, je sais qu'il veut marquer, mon petit Robert, mais si tu la donnes à Rafinha, c'est plié. Enfin, logiquement, Rafinha va marquer, devrait pouvoir marquer. Après, il y a aussi le raté, bien sûr, parce que forcément, on dit, il aurait pu faire la passe à Rafinha, ça aurait été but, mais il aurait pu aussi marquer, tout simplement. Quand t'es Lewandowski, comment tu peux rater ça? Moi, je trouve ça assez lunaire, assez incroyable. Voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau des analyses de séquences. On va passer aux questions-réponses d'Instagram, là. Je vais en sélectionner quelques-unes, voilà, je vais pas prendre toutes les questions, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une 50aine de questions, donc merci à tous déjà d'avoir participé, ça fait plaisir, ça me fait chaud au cœur, ça me réchauffe le cœur en ce lundi après-midi. Donc première question de Yanis, j'ai envie de rigoler un petit peu. Rafinha trop fort, commence pas à le critiquer, il est vraiment trop fort. Déjà Yanis, je fais ce que je veux. Déjà de base, c'est ma chaîne, et en étant sur ma chaîne déjà, tu vois, je me permets de faire ce que je veux, évidemment. Et comme je t'ai déjà expliqué frérot, quand les joueurs ils sont bons, je dis qu'ils sont bons, comme je l'ai fait avec Rafinha hier. Quand ils sont mauvais, je dis qu'ils sont mauvais, comme je l'ai fait avec Lewandowski par exemple hier, ou Busquets que j'ai trouvé aussi mauvais. Balde que j'ai trouvé en dessous aussi, j'en ai pas parlé hier, j'ai oublié, mais j'ai pas trouvé performant. Marcos Alonso et Eric Garcia, j'ai dit qu'il
avait été assez catastrophique. Araujo, j'ai dit qu'il était bon. Bref, tu vois, comme d'habitude, hein, on dit quand les joueurs ça va pas et on dit quand les joueurs ils jouent bien aussi, tout simplement. Question de Mamé Alassane qui dit: peux-tu m'expliquer le changement de Garcia à la place de Marcos Alonso? C'est une question très intéressante et je me suis pas vraiment posé la question avant, donc là je t'avoue que je suis un peu pris de court. Franchement, j'ai du mal à comprendre vraiment l'intérêt de ce remplacement. Peut-être que, je sais pas, j'essaie de trouver des explications, mais peut-être que Marcos Alonso n'avait pas les jambes pour faire tout un match. Ça me paraît quand même bizarre. Donc ça, c'est une théorie, mais je pense pas que ça soit ça. On a vu la vitesse de Marcos Alonso qui était évidemment assez compliquée. C'est le mot le plus sympa que je peux utiliser. Sa vitesse à Marcos Alonso, comme je l'ai dit hier, elle est négative. Donc évidemment, tu te dis, on va faire entrer Eric Garcia qui court normalement plus vite, tu vois. Sauf que le problème, c'est qu'Eric Garcia a fait une entrée assez cataclysmique. C'est peut-être un de ses plus mauvais matchs à Garcia. Autant on peut critiquer Garcia sur beaucoup de choses, autant on peut pas vraiment le critiquer sur sa qualité technique. C'est-à-dire qu'en tant que défenseur, il a du mal dans les duels, il a du mal à faire les bons choix dans les tacles, tout ça. Il a pu apporter par le passé des fautes bêtes dans la surface, des mains, des pénaltys, des trucs comme ça. Donc défensivement, c'est loin d'être le meilleur, hein, ça c'est sûr, c'est peut-être un des pires de l'équipe, concrètement. Mais techniquement, normalement, il est présent, tu vois. Donc, il y a autant de déchets dans ses contrôles, dans ses passes, dans ses trucs, il a tout loupé, en fait. J'ai revu le match après. Tout ce qu'a fait Eric Garcia, il l'a loupé hier. Et ça, c'est quand même, voilà, on peut critiquer Eric Garcia, comme je l'ai dit, mais c'est assez bizarre. C'est assez bizarre, ça reflète même pas son niveau, tu vois, pour moi. C'est mon avis, c'est peut-être pas l'avis de tout le monde, mais en tout cas, logiquement, normalement, Eric Garcia, il loupe pas tous ses contrôles, il loupe pas ses passes, il loupe pas autant de choses que ça, c'est assez bizarre. Donc il a fait vraiment une très mauvaise rentrée. Donc évidemment, Xavi, je pense pas qu'il s'attendait à ça non plus. Il s'est dit, Marcos Alonso a du mal avec la vitesse des joueurs de l'Atlético. Surtout que Simeone, il avait fait du changement, il avait mis Morata, tout ça, peut-être qu'il joue plus dans la profondeur. Donc il s'est dit peut-être que je vais faire rentrer Eric Garcia qui a un peu plus de vitesse et qui en plus de ça pourra relancer assez proprement. Et finalement c'est assez loupé quoi sur pas mal de choses. Mais heureusement mon petit Ronald il était présent parce que sinon ça aurait été très compliqué. Ensuite question de Loufawa Dista qui dit salut Café, comment avez-vous trouvé, tu peux me tutoyer frérot, le match de De Jong pour son retour. Après si t'as envie de me vous voyez, tu fais ce que tu veux, mais bon. Donc le match de Jong pour son retour, il est assez magnifique, j'ai envie de dire, sachant qu'en plus comme tu dis c'est son match de retour, donc on peut pas attendre qu'un mec qui revienne de blessure soit le meilleur sur le terrain, et pourtant c'était peut-être le cas. Évidemment, il y a Rafinha qui a fait un gros match aussi, qui a joué quasiment tout le match, qui est rentré vraiment à la fin, qui est sorti pardon à la fin. Donc De Jong, pour son retour comme ça, il nous sort un match assez monumental. On voit direct la différence tout simplement en fait. D'un côté, ça fait plaisir. Parce que d'un côté, tu vois que dès qu'il revient, tu vois qu'il fait toute la différence en fait au milieu de terrain, dans la maîtrise de balle, dans les projections, tout ça. Plusieurs fois, il a fait des petites actions comme ça où il cassait des lignes au milieu et il portait un peu le ballon pour casser, pour faire la différence, tu vois, balle au pied. Beaucoup de maîtrise aussi. Il prenait souvent le ballon, le jeu on va dire à son compte. C'est lui qui était face au jeu, tu vois. Busquets souvent il était plus comme un soutien que Frenkie, que plutôt l'inverse, tu vois. Busquets il était là juste pour essayer de fluidifier le jeu, se proposer, jouer en une touche de balle pour un mec qui est autour de lui, tu vois. Et autour de Busquets t'as Frenkie qui fait beaucoup de choses quoi. D'un côté qui est à la base des actions et qui déclenche aussi ses courses et qui a un gros volume de jeu de toute façon. Donc pour son retour, De Jong il a sorti un gros match je trouve, surtout contre l'Atlético Madrid, comme ça faire son retour c'est pas évident. Donc ça prouve encore une fois qu'évidemment qu'on a besoin de Jong, ça prouve que tous ceux qui ont pu critiquer Xavi évidemment en te disant ouais mais c'est Xavi le problème, quand tu vois que juste De Jong en première mi-temps son retour il fait quand même toute la différence au milieu, imagine si on avait Pedri, Christensen en défense et Dembélé sur la droite. Bien que Dembélé, voilà, il n'est pas exemple de tout reproche, mais imagine-toi frérot, imagine-toi avec tous ces joueurs-là en forme, avec ton équipe type. Ça serait très différent à mon avis. On l'a vu aussi avec l'entrée de Pedri. Ça a changé quand même pas mal de choses. Ensuite, question de Pablo qui dit: que penses-tu de Carrasco, sachant qu'il n'a pas été mauvais aujourd'hui contre le Barça? Carrasco, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur. C'est une bonne option pour faire tourner, évidemment. Moi, je le vois pas comme un titulaire. Tu parles, j'imagine, s'il venait au Barça, évidemment. C'est un joueur qui fait les différences. On a vu que Koundé, il a eu du mal contre Carrasco. C'est un joueur qui est très technique, qui est assez rapide, qui apporte quand même beaucoup. C'était le principal danger dans les contre-attaques. Bien que Griezmann, c'était pas forcément le plus gros danger. Mais Griezmann,
Griezmann était le joueur le plus important de l'Atlético parce qu'il est partout. Il est là au jeu pour revenir tacler ou reprendre le ballon à Gavi ou je sais pas quoi dans sa propre surface et relancer les contre-attaques. Donc Griezmann c'est le joueur le plus important de l'Atlético, mais le côté qui apporte un danger par la vitesse, par le dribble, par la percussion, évidemment ça passe par Carrasco. Donc c'est plutôt un bon joueur. C'est plutôt un bon joueur. S'il vient au Barça, c'est pas une mauvaise pioche évidemment, mais faudra le voir comme un joueur de banc quoi. Un joueur en sortie de banc qui apporte un peu de folie, tout ça, qui dans les petits matchs, dans certains matchs de Liga, peut faire des différences évidemment. Je pense qu'il peut largement le faire. Donc c'est un joueur qui peut apporter à cet effectif, qui manque de percussion, on le sait. Ça manque de percussion sur les côtés. Parce que ce rôle-là à gauche est dédié à Baldé normalement. Et Baldé là, pour le moment de ce qu'on voit, ça manque quand même énormément de percussion, je trouve. Pour un joueur de percussion, c'est pas normal. Je pense. Même si peut-être que forcément le fait de jouer à moitié piston, attaquant et défenseur, c'est pas évident. Je veux bien le concevoir. Mais Baldé, niveau percussion sur la gauche, il nous apporte quasiment rien. C'est ça notre problème aussi. Et que Rafinha, sur le côté droit, il apporte pas spécialement de la percussion non plus, c'est pas son style. Question de Modou Le Sage, qui dit Rafinha, MVP mérité, tu trouves pas? Je trouve qu'il a été le meilleur sur le terrain. Ouais, c'est mérité, je pense. Je pense que oui, quand on regarde tout, j'ai pas vraiment ses stats, je vais aller voir ses stats vite fait. C'est une passe décisive, et évidemment, il aurait pu finir avec un but, il a eu un raté, j'ai précisé déjà hier, mais le raté, il est pas forcément évident non plus à mettre, c'est un centre-tir de Lewandowski assez puissant. Bon, il a pas eu de chance, il aurait pu, avec un peu plus de chance, ça contre ses genoux, ça va dans les cages et voilà, on n'en parle pas, mais c'est dommage. Évidemment, il aurait pu aussi marquer son petit but si Lewandowski lui avait fait sa passe, il serait sorti avec un but, une passe D. Et mis à part ça, mis à part les stats efficaces dans le résultat, on va dire, il a quand même fait 4 passes clés dans le match, donc c'est plutôt pas mal. Après, ses centres, ils sont ratés, hein, il a fait 3 centres, il en a réussi aucun. Une occasion créée, un tir cadré, un tir non cadré, tentative de dribble réussie. Il en a tenté 8 et il a réussi 6 dribbles, Rafinha. C'est peut-être son plus gros score, résultat de dribble, bref, t'as compris quoi. Le plus gros chiffre de Rafinha cette saison quand même. C'est peut-être assez énorme. 6 dribbles réussis sur 8, de la part d'un gars qui réussit généralement en moyenne un dribble par match. Contre l'Atlético Madrid, c'est franchement plutôt pas mal, surtout que la plupart du temps il jouait à 1 contre 2. On l'a vu des fois esselé sur le côté droit au poteau de corner là face à 2 joueurs. Donc c'est plutôt pas mal parce que Carrasco souvent il redescendait très bas. Hein. Carrasco il jouait plus comme un piston que comme un pur ailier quoi. Donc c'est plutôt pas mal ça je trouve. Duel au sol remporté, là, il a réussi 9 duels sur 17. Il a remporté 2 duels aériens sur 3. Donc c'est plutôt pas mal. Après voilà, il a 24 pertes de balles. Bon, ça reste un ailier donc c'est un peu normal qu'il perde pas mal de ballons quoi, une interception, un tacle, voilà c'est un match plutôt pas mal hein, de la part de Rafinha. Moi je pense que oui, le MVP il est mérité pour Rafinha parce que s'il avait fini avec un but en plus, voilà il y a Ferran Torres qui a mis son but, mais Ferran Torres je l'ai trouvé assez utile dans le jeu collectif, mais surtout dans le jeu sans ballon, il a apporté des solutions, tout ça, pas mal un volume de jeu intéressant je trouve pour un rôle qu'il n'a pas forcément l'habitude d'avoir cette saison. Je trouve assez intéressant, mais pas de là à être meilleur joueur sur le terrain. Mais ça se joue entre Rafinha, entre Araujo et entre Ter Stegen quand même. Je pense parce que si Ter Stegen ne sort pas ses parades monstrueuses, si Araujo n'est pas aussi monstrueux en défense, le match on le gagne pas, je pense. Donc ça se joue. Mais Rafinha c'est quand même mérité qu'il soit homme du match. Ensuite question de Jean qui dit est-ce qu'il y avait penalty sur la main de Busquets? C'est une bonne question. Moment de vérité. On va essayer d'être objectif. Bon, j'ai pas j'ai plus l'image sous les yeux, mais concrètement, c'est une tête de Jiménez en retrait, hein, parce que c'est pas en direction des cages. Tête vers le bas, vers le sol, et ça cogne la main de Busquets. Le ballon arrive sur le joueur de l'Atlético. Voilà, ça c'est le contexte. Maintenant, je trouve que si tu siffles penalty là-dessus, c'est quand même c'est assez sévère, je trouve. Selon les règles, ou je sais pas, je connais pas exactement le règlement dans ce cas-là. C'est assez flou toujours, comme d'habitude, mais ça peut être sifflé. Je dirais que ça peut être sifflé. Moi, mon avis, peut-être qu'il est pas objectif du coup, mais je trouve que quand même, s'il y a penalty là, c'est quand même un peu abusé, je trouve. Parce que si encore la tête, elle est en direction des cages et que la balle, elle est contrée par la main, je veux bien que tu stoppes une action purement un tir, tu vois. Là, c'est une tête en retrait. La balle, elle va en direction du sol. Il saute plus haut que Busquets. Busquets, il est en dessous de lui. Et il met la tête en direction du sol pour son joueur en retrait, quoi. La balle, elle arrive quand même au joueur en retrait, tu vois, ça change rien vraiment à l'action. S'il y a penalty, bah écoute, il y a main, donc on peut pas dire grand chose, mais d'un côté, ça aurait été sévère, je pense. Voilà, c'est mon avis assez flou comme cette règle de main. Ensuite, question de
Joa qui dit, est-ce que cette victoire va nous relancer? J'espère bien. Il y a des chances pour que cette victoire relance un petit peu la dynamique de l'équipe dans cette fin de saison. Je pense surtout, comme je l'avais dit, c'est surtout le retour des blessés qui va relancer notre fin de saison. Il y en a beaucoup qui critiquent la façon de jouer du Barça, je veux bien. Notre façon de jouer, elle est assez catastrophique dans les derniers matchs, on a vu, hein, 0-0 contre Getafe, tout ça, c'était abusé, c'était pas digne du Barça. Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il nous manque des joueurs et que, en l'absence de ces joueurs, c'est triste à dire, ce n'est pas censé être le Barça. Quand t'es le Barça, normalement, il te manque quelques joueurs, tu peux jouer, mais là, c'est des joueurs beaucoup trop importants dans le jeu et dans cette équipe pour que ça impacte pas le jeu, tout simplement, en fait. C'est des joueurs comme Pedri, comme Frenkie. Au milieu de terrain, ça fait toute la différence. On l'a vu hier, on l'a vu très bien avec la titularisation de Frenkie. La rentrée de Pedri, ça fait toute la différence dans le jeu. On arrive à mieux gérer le tempo, on arrive à mieux gérer on a plus de maîtrise au milieu de terrain. Les sorties de balles sont plus faciles avec Frenkie, forcément, qu'avec Sergio Roberto ou Kessié. Enfin, ça me paraît évident de toute façon, c'est assez clair. Imaginez avec Dembélé, ça serait mieux, on aurait des attaques un peu plus dangereuses, un mec qui percute un peu plus, bien que Rafinha fasse des bonnes choses sur ce match en tout cas, mais si t'as un mec comme Dembélé qui percute un peu plus, qui apporte un peu plus de danger, même s'il marque pas, même s'il fait pas de passe décisive, mais déjà ça apporte pas mal de danger sur des contre-attaques potentielles, tu vois. Et comme Christensen en défense aussi, t'apportes un peu plus de sécurité qu'un Marcos Alonso et un Eric Garcia, on l'a très bien vu hier aussi, tu vois. Donc c'est toujours pareil, quand il te manque des joueurs comme ça, c'est difficile de mettre en place ton jeu, évidemment. Maintenant, là, avec le retour des blessés, Christensen, normalement, il devrait revenir pour le Betis Séville, la fin de semaine. Il y a Dembélé qui est attendu aussi pour peut-être jouer ses premières minutes, là, contre le Betis Séville. On verra. On verra comment ça se passe, mais cette fin de saison, elle s'annonce un peu mieux parce que les mecs sont là aussi. Et psychologiquement, d'avoir battu l'Atlético Madrid, ils n'avaient pas perdu depuis 11 ou 12 matchs, je crois, en Liga, ou je sais plus exactement. Voilà, la dernière fois qu'ils avaient perdu en Liga, c'était contre nous dans la phase aller, quoi. On avait gagné chez eux 1-0. C'est quand même quelque chose, donc psychologiquement, ça va sûrement nous aider, oui. Ensuite, question de Babsni qui dit, c'est quoi le problème avec Lewandowski et c'est qui ton homme du match hors Rafinha? Le problème avec Lewandowski, je le connais pas trop. J'ai dit hier, hein, ça doit être une copie de Lewandowski, son cousin caché, je sais pas, c'est pas Lewandowski. Depuis le retour de la Coupe du Monde, c'est assez clair, hein, il loupe toutes ses occasions parce que j'ai vu un graphique, je vais essayer de vous l'afficher là en même temps. J'ai vu un graphique passer sur Twitter qui disait que Lewandowski a à peu près le même nombre avant la Coupe du Monde et après la Coupe du Monde, il a à peu près le même nombre d'occasions, sauf qu'il est réussi beaucoup moins dans cette deuxième partie de saison. Il a beaucoup moins de réussite dans tout ce qu'il fait. On le voit très bien même dans le jeu, ses contrôles, tout ça, c'est assez catastrophique depuis le retour de la Coupe du Monde. Est-ce que ça l'a atteint psychologiquement? Est-ce que physiquement aussi ça a été difficile d'avoir une coupure comme ça en plein milieu de la saison? C'est un joueur qui est très costaud physiquement, enfin on le voit, il est assez impressionnant physiquement, mais il est quand même âgé, donc le petit vieux, donc ça se trouve, physiquement ça l'a un peu atteint, j'en sais rien, je sais pas, j'arrive pas à trouver vraiment de logique là-dedans, mais ce qui est sûr c'est qu'il y a un Lewandowski avant Coupe du Monde et après Coupe du Monde, ça c'est clair. Maintenant, mon homme du match hors Rafinha, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça doit être Ter Stegen ou Araujo, je pense. Dernière question de Adama, le boss, qui dit, est-ce que c'est à cause de Lewandowski que Lamine n'a pas joué? Non, je pense pas, les amis. Je pense que Lamine Yamal n'aurait pas joué, de toute façon. Quand on voit que Ansu Fati est rentré à 3 minutes de la fin, je pense pas que Lamine, il serait rentré avant Ansu Fati, par exemple, tu vois. Si un mec a fait rentrer, tu vas faire rentrer tes joueurs de l'équipe A avant tout. Lamine, comme je l'ai dit dans l'avant-match, ils l'ont appelé pour qu'il participe à la dynamique de l'équipe et tout ça. C'est bien, après ça parle énormément dans les médias, dans les trucs, il y a des questions à Xavi te dit que le mec il a des qualités exceptionnelles, qu'à l'entraînement voilà il est vraiment très fort, et ça veut pas dire, donc tout le monde s'enflamme dans la communauté, mais ça veut pas dire que le mec va être titulaire, ça veut pas dire qu'il va rentrer contre l'Atlético Madrid, c'est pas le contexte idéal pour lui de rentrer dans un match comme ça, clairement. C'est pas à cause de Lewandowski, non, que Lamine Yamal n'est pas rentré, c'est juste parce que de toute façon il serait pas rentré tout simplement. Après si on avait gagné 4-0 à la fin du match, en dessous il était rentré un peu plus tôt, peut-être que oui, peut-être qu'on aurait donné quelques minutes à Lamine, ça aurait été sympa, mais même avec un 2-0 je pense pas qu'il aurait joué, non. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ma vidéo vous a plu les amis, on se retrouve demain pour l'avant-match contre le Rayo Vallecano. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée, ciao.